On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 1h30 en compagnie de Maureen Dor. Ouais. Isabelle Motro. Ouais. Pierre Bénichou. Ouais. Jean Benguigui. Ouais. Et Philippe Alfonsi. En direct, Pierre Bénichou, hein, je vous le dis, attention, hein, pas n'importe quoi, vous faites attention à tout ce que vous dites, on peut pas couper, on peut pas monter. Non. Ah oui. Oh là là. Ça fait peur. C'est terrible, alors c'est comme à la radio, alors. Je vous mets la pression, là, hein, attention. Oh là 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 là, il m'a mis une pression, alors je sais pas si je vais arriver à gérer, comme il dit. Non, il faut surtout que vous soyez drôle au bon moment, non, mais ça va, au ça bon va. endroit. Ça va. Parce que d'habitude, on vous coupe tous les Non, mauvais jeux de mots, tous les bides. Vous avez affaire à un professionnel, hein, n'oubliez pas ça. Bon, alors donc tout va bien se passer. La grâce d'un amateur et la rigueur d'un professionnel, voilà, monsieur. Et aujourd'hui, vous allez devoir écouter les chansons en entier, Pierre. Mais toujours, je les écoute en entier. Les publicités Carglass en entier. Il y a Carglass aujourd'hui? Non, je crois que ça y est, ils ont arrêté. Ils ont été soit aperçus que Pourtant, finalement... Carglass, j'ai jamais vu des gens qui allaient si vite que Carglass, moi. Ah, on me dit qu'exprès pour vous aujourd'hui, à 16h46, il y aura une pub Carglass. Ah, c'est gentil. Merci, monsieur Carglass. 16h46 précisément, Pierre. Ah oui, bon, tenez-vous prêt. J'ai quelques mails, évidemment, comme chaque jour. J'ai 34 ans, m'écrit Alexandre, et je trouve qu'à mesure que le temps s'écoule, notre chère Maureen devient de plus en plus sexy. Quelle belle perspective pour l'avenir. C'est vrai que s'il attend encore 50 ou 60 ans, elle sera parfaitement mûre. Très bonne. C'est vrai, ça, que vous ne Mais c'est vrai qu'elle est très jolie. Oui. Moi, c'est vraiment une très jolie Quand elle fille. se lave bien, qu'elle se maquille, qu'elle va au coiffeur, par exemple, ah ben, elle est formidable. Mais il y a des jours sans, hein. Mais oui, évidemment. Aujourd'hui est un jour avec. Ah, ça c'est gentil, parce bon que pourtant, Avec beaucoup j'ai de mes verres de laideur, contact. Avec beaucoup de laideur. Non, t'as oui, pas de c'est verre de ça. contact, t'as des lunettes. Ah oui, c'est ça, j'ai mis mes lunettes. La si sexy Maureen Dor nous a dit qu'elle avait l'impression que l'on parlait d'une salade lorsqu'on la trouvait fraîche. Elle en Oui, a c'est marre qu'on lui dise qu'elle est fraîche. Eh bien non, fraîche, vous ne l'êtes pas, Maureen. Vous êtes finement attirante, irrémédiablement magnétique, voluptueusement sensuelle, désirable et flamboyante. Oh là là, Chers j'adore. auditeurs, si vous voyez comme je la vois, la tête d'Isabelle Motro, pendant qu'on fait des compliments à sa concurrente, vous verriez ce que c'est que la jalousie. Retourne chez le Merlan, Motro. Si dit... Mais elle est très jolie aussi, mon C'est à ça que je pensais. Je me suis dit, ça commence très bien pour Maureen. À mon avis, ça va mal finir pour moi. En général, parce c'est que les rôles tu sont n'es- distribués. Tu n'es hein, plus quand coiffée comme une révoltée comme avant. Ben T'es oui. coiffée comme... Oui, mais Voilà, justement, tu finis par te il coiffer valait comme mieux tout le monde, casser et la c'est tête dommage. C'est la tes cheveux. 4e fois Voilà. qu'on en parle dans cette émission. Je voudrais me plaindre d'Isabelle Motro, m'écrit Rémi, Miss Motrotte, qui dans sa simplicité naturelle a détruit en moi l'envie artistique de créer, qui est une très grande frustration. En effet, je suis au chômage, je voulais utiliser ce temps pour écrire un livre qui me tenait à cœur. Étant novice, c'était l'envie et l'espoir qui me poussaient, mais dans une de vos émissions, Madame Motro a insulté beaucoup d'artistes en herbe en critiquant « Ce n'est pas un de ces auteurs qui parle d'eux et qui nous ennuie. Ma petite culture n'est pas suffisante pour lui citer tous les auteurs qui ont parlé d'eux et qui ont élevé la langue et la culture française au-dessus de beaucoup d'autres peuples. Après une courte dépression, je me suis remis de cette phrase assassine, ne commentant pas le genre de livre que Madame écrit. Je les adore, moi, et je vais essayer de parler de moi dans mon premier livre. Voilà. Ben, il écrit bien, ce garçon. Il m'a mal comprise. Il m'a mal comprise. Comment ça, Effectivement, Pierre qu'on peut Il parler écrit de très ça. bien. Je trouve que cette lettre est très bien écrite. Oui. D'ailleurs, il Très dit bien je. écrit. D'ailleurs, il dit Bien je, lu, surtout, déjà. elle est bien lue, J'espère n'est-ce que j'aurai la chance d'être lu un jour par Mademoiselle Motro et qu'elle Et s'excusera de cette sûr. maladresse. Je ne m'excuserai pas de cette maladresse car je pense qu'il m'a mal comprise. C'est vrai. Donc, Que vouliez-vous dire alors? Qu'elle a pas totalement tort dire non qu'en plus. effet, il y a plein d'auteurs. On peut en citer quelques-uns, mais on va pas le faire parce que justement, on est Moi, très les gens qui gentils, parlent d'eux, il y en a marre. qui Vous- parlent vous d'eux venez d'assassiner Marcel sans Proust. intérêt. Mais oui, là, on peut dans ce cas-là. À quelqu'un qui m'en veut parce que je me suis un peu moqué de Morane hier dans l'émission et c'est vrai, j'aurais pas dû parce que cette chanson était en fait formidable, mais voilà, bon. Puis ça vous ressemble pas, Non, d'être non. moqueur. Et puis, Morane est une chanteuse en plus, d'abord une personne extrêmement sympathique. Espèce de Et- nabo de la culture que le monsieur me dit. Ah ouais, ah bah, tiens. Soignez votre rire asthmatique et vos médiocres pitreries. Et vous reviendrez nous parler de Morane. Si être chanteuse, c'est être Maureen Dor, alors je comprends vos goûts. Ah bon, il est venu m'entendre au Sentier des Halles, ça m'étonnerait. Ah, c'est lui qui était là au Sentier des Halles. Arrête, il y avait beaucoup de monde. On va sais, pas, j'y étais. on va pas opposer une Belge à une autre. hein. Morane et Maureen. Voilà, on les aime toutes les deux, en Mais fait. cela dit, elle est très bien Morane, mais on a le droit aussi de dire qu'on n'aime pas Morane si on n'aime pas Morane. Elle a une Qu'on très n'aime jolie pas voix. Morane, Oui, alors genre. moi vivant, on dit pas ça. Hein. Elle a une Morane, jolie elle est voix, charmante. elle chante parfois, ce que j'ai voulu dire hier, des chansons un peu
ennuyeuse. Mais oui, mais je suis Voilà, totalement d'accord avec on va vous. Je dire trouve qu'elle ça. fait des Dans très le mauvais style choix. emmerdant, elle est de bien, chansons. quoi. Voilà, non, on c'est n'est ça pas que du je tout veux dans dire. le style emmerdant. non. Franchement, pour Donc, la tout voix. le monde ne peut pas être Luis Mariano. Jalousie, Pierre. Votre univers musical s'arrête à Francis Lopez. Morane est une des plus belles voix Oui. de la scène Il lui française. manque de bonnes chansons. Ouais, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais vous devriez vous y coller, Laurent. Oui, c'est Oui, vrai. la nuit, Il y a une tu pourrais chanson écrire de des Morane. choses. Il y a une chanson de Morane qui est le truc de Bach. Le là, prélude comment de Bach. Le prélude de Bach, De c'est Bach. Plus réussi. Oui. formidable. Sauf qu'il y a quand même un peu trop de dictionnaire de rimes avec de fin en hack et que on est à peu près tous Mais capables attends, autour de cette table d'écrire cette chanson en 10 minutes. Je suis pas vraiment un spécialiste de Morane, oui, bon, très bien, mais je pense qu'il y a quand même des auteurs formidables qui ont écrit pour elle, notamment Goldman, non? Non. Ou Bah, Goldman, si, Goldman, peut-être, mais enfin, c'est Goldman, pas- un auteur formidable, je ne sais pas. Bon, ça, il va encore critique. Tu veux dire Pierre D'abord, Goldman est plutôt un compositeur qu'un auteur. Oui, je sais que tu préférais son demi-frère, mais non, Président de chantez mes pas. frères, lui. et je préférais surtout un type qui s'appelait Stéphane Goldman, et qui avait écrit Encore heureux qu'il ait fait beau, que Marie-Joseph soit un beau bateau, qui est une bonne chanson. Ah ouais. Et Stéphane Goldman, c'était beaucoup mieux que le marchand d'articles de sport, là. Ouais, Vous voyez, si on avait été enregistré, j'aurais peut-être coupé ça. Il y a, Oui, c'est il y a un sûr, peu plus, même. il y a un peu plus d'un an précisément, m'écrit Didier, mais il a de la mémoire, notre auditeur. Je me suis rendu au théâtre du Palais Royal à un récital de Jean-Jacques Debout. Dès mon arrivée, j'ai remarqué Pierre Bénichou en train de boire un verre en terrasse avec Chantal Goya. La rumeur ayant annoncé la présence de Sylvie Vartan, voire même de Johnny Hallyday, il y avait un nombre incroyable de photographes pour cette soirée. Finalement, ni Johnny Hallyday, ni Goldman, ni Sylvie Vartan ne sont venus, et tous les appareils photos se sont braqués sur Pierre Bénichou, l'une des rares célébrités présentes avec Michou à cette soirée. Oh là là. Oh là là. À un moment donné, j'ai entendu une dame qui était à côté de moi qui se demandait pourquoi les photographes photographiaient et mitraillaient Monsieur Bénichou. Et cette dame a dit « Je connais sa tête, je crois que c'est une grande star américaine. » Oui, c'est vrai que quand tu vas voir, C'est une méchanceté, ça. quand tu vas voir t'es de Benabar et que t'es accompagné de Bernard Montiel, personne dit c'est deux stars américaines, hein. Et moi, c'est pas pareil. J'en ai marre. Il attends, paraît, mais en si- plus, ça a été plus loin que ça. Moi, j'ai entendu dire, comme il était assis à côté de Chantal Goya, il y a même quelqu'un qui ne connaissait pas Pierre et qui a dit, à ton avis, ils sont combien dedans Pour le faire Oui, bouger. parce qu'il y a toujours, à côté de Chantal Goya, des gros personnages qui... Oh là là, Laurent. Vous connaissez ce qu'on appelle la vengeance du petit con. Mes champions à moi, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Maureen Dor, Jean Benguigui et Isabelle Motro. Ah, vous avez vu hier Dominique de Villepin, Jacques Chirac, Michel Alliot-Marie, Jean-Louis Debré réunis à Colombey-les-Deux-Églises devant la fameuse croix de Colombey-les-Deux-Églises pour la commémoration du général de Gaulle et la première pierre déposée d'un mémorial qui rend hommage au général, ce visionnaire, comme l'a dit le président de la République. Oui, Pierre. Non, il avait raison. Il a fait un très beau discours, Chirac. Il était là avec sa pierre, il savait pas de quel côté il fallait la mettre. Moi, j'ai vu à la télévision. Je me trompe de côté. Enfin, tout parallépipède. Et la question peut se poser. Et il y avait le Debré et tout ça. Quand on voit il y avait pas un seul gaulliste historique. Mais ils sont morts. c'est surtout, Ah non, pas tous. c'est surtout une pierre dans Non, le il y jardin de avait- Sarkozy parce qu'il n'était pas là. Si il est Donc, derrière la croix, là, on le voit pas. Non, Il n'était pas invité. Il a dit alors parce qu'il n'était pas invité. Et puis en plus, comme il s'est fait remonter les bretelles, quand même, c'est un discours très anti-Sarkozy de Chirac sur les valeurs du gaullisme, contre la rupture, etc. Ils l'ont pas invité. Je crois pas. Il y a qu'il 36 ans. Non, il a dit qu'il n'était pas invité, que de toute façon, il n'y aurait pas été. Il y a 36 ans que le général de Gaulle est mort, puisque c'était le 9 novembre 1970. Eh bien, moi, j'étais à Notre-Dame pour les obsèques.
du général de Gaulle. C'est Avec Chantal Goya, je m'en souviens très bien. Et on se demandait, ils sont combien dedans? qui chantait Général, tati, 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 C'est bon, tati. faut mieux que chanter comme toi, général, nous voilà. Tu m'as fait honte. Tu m'as fait honte ce jour-là. Vous connaissez mon coach préféré? Mes champions préférés. Il a trouvé un nouveau gadget. Mais non, mais c'est parce qu'il y avait eu une pub, comprenez un peu. Bien sûr, Oui, j'avais compris. ça s'appelle un enchaînement. Il y avait une pub pour Champion juste avant. Mais oui, mais j'avais compris, j'avais entendu. Je suis pas sourd, enfin pas totalement. Bon alors donc vous étiez à l'enterrement du général de Gaulle. Il oui. n'était d'ailleurs pas là. Ah ben non, ils viennent rarement, alors. Oui, oui. Bah, Et si, alors justement, t'es là, ton propre enterrement, puisque t'es dans le cercueil. Eh bien, c'est l'homme que j'avais le plus haï pendant les 10 dernières années qui ont précédé sa mort. Eh bien, c'était quand même émouvant. C'était émouvant, surtout qu'on voyait Pompidou, qui était là, qui commençait déjà à être un peu gonflé. Et il avait vraiment l'air de l'assassin. Il avait vraiment l'air de l'assassin qui va aux obsèques d'un autre mafieux qu'il vient de tuer. Tu sais, c'est comme ça. C'était terrifiant. Je te jure que c'est vrai. C'était terrifiant. Alors, il y avait tous les chefs d'État étrangers. Il y avait des choses extraordinaires. Il y avait Fidel Castro qu'on avait mis juste à côté du prince de Monaco. Et c'était, de les voir à côté comme ça, c'était à mourir de rire. On n'avait pas le cœur à rire. Ah bah non. Et celle-là, il y avait le petit prince marocain aussi. Oui, le petit prince marocain, oui. Le petit prince, c'est pas celui qui est devenu roi. De quoi il s'agit? Attendez. Il y avait un petit enfant, Angela Blanche. Moi, j'ai Ah, cette si, image, si, c'est Angela celui qui est devenu Blanche. roi. Je pense que c'est M6. Si, c'est celui qui est Non, devenu c'est roi. pas M6. Moulay Rachid, il a mon âge, non, il est plus jeune que c'était- moi, et je n'étais pas encore né. Donc, C'était Antenne 2, je crois. Oh non, Pierre. Non, il nous aura Voilà des trucs que t'aurais coupé. Oui, ça aurait été carrément là. Oui. Et voilà pourquoi mes auditeurs me préfèrent en direct. Maureen d'Or. Non, il y en a un qui profite pleinement de la manne Charles de Gaulle, c'est comme son fils Philippe de Gaulle, qui après le premier livre, Mon père Charles de Gaulle, le deuxième livre, Mon père Charles de Gaulle, le retour, voici maintenant Mon père Charles de Gaulle, les photos. Et oui, parce alors, que il y a quand toutes les on s'est photos. habitué à l'oseille, maintenant on ne peut plus. Mais c'est vrai, c'est un mec qui il a a toujours pas vécu d'argent. avec sa solde d'ancien amiral. Et là, tout d'un coup, il a touché le pactole grâce à mon ami Toriac. Bientôt, il va faire un livre qui s'appellera Charles de Gaulle n'était pas mon père. Ah, mais c'est vrai. Non mais ce qui est drôle, c'est qu'il fait un bouquin sur les photos de Charles de Gaulle en disant « Mon père détestait les photos ». Parlons-nous. Parlons-nous. Et parlons de l'autodéfense ou la légitime défense, si vous préférez, avec cette affaire qui oppose Nicolas Sarkozy au ministère de la Justice et à la famille de ce garçon qui au départ était évidemment non pas victime, mais qui hélas est mort depuis. Un garçon de 26 ans qui, avec deux compères, ont agressé un commerçant à son domicile de Nogent dans le Val-de-Marne. Commerçant qui depuis a été mis en examen pour homicide volontaire car il a tiré sur un de ses trois agresseurs et agresseur de sa femme. Tout ça aurait pu finalement se passer tout à fait normalement ensuite et la justice faisant son travail, sauf que le ministre de l'Intérieur s'est exprimé là-dessus à plusieurs reprises. D'abord en déclarant: cette affaire suscite une émotion considérable parmi nos concitoyens. Ils ont du mal à admettre qu'un honnête homme, agressé chez lui, menacé de mort avec une arme et craignant pour la vie de son épouse, soit en retour mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Il a ensuite confirmé en disant sa place n'est pas en prison, mais le ministre de la Justice, monsieur Clément, lui, a répondu à Nicolas Sarkozy: les faits reprochés à ce monsieur commerçant ne semblent pas s'inscrire dans le cadre de la légitime défense. Ah, voilà, hein, une nouvelle polémique est née au sein même du gouvernement et la famille aussi de la personne. Du braqueur. Du braqueur, évidemment. Non, mais c'est ça qu'il faut dire, parce que vous avez jamais prononcé le mot braqueur, enfin voleur. J'ai dit agresseur. Vous avez dit qui était victime, qui était... Non, il a qui dit que s'était c'était introduit. l'agresseur. Non, Et le l'agresseur, Alors pardon. c'est quand même curieux, j'essaie d'être objectif depuis le début de cette histoire en mesurant mes propos et en Non, mais ça veut dire alors ça simplement prouve que que vous Maureen n'avait vraiment pas envie alors d'être objectif. vous Voilà, l'êtes pas c'est du ça. alors là vous l'êtes pas du tout pour le Bah, coup. je trouve qu'à un moment donné, il faut appeler un chat. Mais un c'est ce mec que qui- j'ai fait. C'est ce qu'il a fait, il a dit l'agresseur. Oui, pardon, excusez-moi. Alors j'avais pas bien À un entendu. moment donné, moi je crois qu'il faut toujours appeler un chat un chat. C'est pourquoi à un moment donné. Non, Moi, c'est ce genre d'affaires Ah, pour mais là, lesquelles pour le coup, on est pour le toujours. coup, ce qui va être terrible, c'est que vous n'allez plus être crédible du tout
sur la suite du dialogue et Mais on du peut débat. pas être objectif Mais bien sûr qu'on totalement. peut être Bien sûr objectif. qu'on peut l'être. On peut simplement dire que cette affaire est extrêmement regrettable, que c'est épouvantable. Et pour le braqueur qui a été flingué, pour la famille qui a été agressée, pour tout le monde, il y a une chose qui n'est pas possible, c'est que Monsieur Sarkozy élargisse le champ de ses compétences. Il est ministre de l'Intérieur et qui donne des ordres à la justice. Eh bien non, monsieur. Mais Eh bien c'est pas non, ça monsieur. le plus important. Eh bien non, Le plus important, monsieur. c'est qu'il y a un mec qui est en prison en ce Eh moment. bien non, C'est monsieur. mon avis. Eh bien non, monsieur. Si vous me laissez dire, ce genre d'affaires, on est toujours de l'avis contraire de celui qui vous parle. Parce que si on dit, on ne devait pas mettre ce type en prison, on Je dit n'ai comment? pas dit ça. Attends. À ce moment-là, on vous dit, ah ben non, quand même, il a tué. Et si on vous dit, il n'était pas en légitime défense, on dit mais comment il n'était pas en légitime défense? Il était tout à fait en légitime défense. Moi je crois qu'il y a une loi. La légitime défense, si on entre chez toi, tu as le droit de tuer quelqu'un qui entre chez toi par effraction. Avec Tu as un le droit flingue, de hein. tuer quelqu'un, même sans flingue. Non, mais c'est à la Et justice c'est la de loi. décider. C'est la loi, la justice est là pour appliquer la loi. Voilà. Or, je trouve que cet homme, qui évidemment va avoir une peine de prison avec sursis pour avoir tué quelqu'un, il fallait pas le mettre en détention. Il fallait qu'il soit inculpé, qu'il soit mis en examen, comme on dit, et pas le mettre en détention. Écoute, quelqu'un qui arrive, qui bat ta femme, qui a un truc, tu as le courage de te jeter sur son Moi, j'ai revolver. pas le courage, moi. Et moi, j'aurais pas eu le courage. Ouais. Et qui retourne l'arme. Qui retourne l'arme C'est pas contre, ce que je dis, contre lui. attendez, mais pourquoi vous vous excitez comme tu ça dis que monsieur Sarkozy ne doit pas faire ça. Peut-être c'est démagogique que le ministre de l'Intérieur en parle, mais en tant qu'homme politique, Mais il c'est pas sa est fonction. normal. C'est pas sa fonction. C'est pas sa fonction de Il y a de la décider. justice est séparée de la C'est police. pas sa fonction de décider s'il va en prison ou non, mais la parole est libre. Le père du braqueur victime, alors maintenant, ça vous va comme ça, ma chère Maureen Dor, le père du braqueur tué, donc, dit Monsieur Sarkozy n'est que le ministre de l'Intérieur, pas le roi de France. Il n'a pas donné d'instruction. La justice doit poursuivre son travail sans pression. Il a le droit de donner son avis, Sarkozy. Attendez, ce monsieur qui est employé... Ce monsieur qui est employé municipal à la mairie de Paris, qui est donc le papa du braqueur tué, dit « Ce qu'a fait mon fils est inexcusable », dit le papa. « Ce qu'a fait mon fils est inexcusable. Ce commerçant était en droit de se défendre chez lui, mais pas de s'acharner sur lui. Pourquoi il n'a pas tiré dans les jambes? J'aurais préféré que mon fils fasse 20 ans de prison plutôt que de l'enterrer 20 pieds sous terre. Ce qu'a fait mon frère n'est pas défendable, dit encore quelqu'un de la famille, mais en France, il n'y a pas deux justices, une pour ceux qui ont de l'influence et de l'argent et une pour les pauvres. Ce n'est pas mon frère qui a monté le coup, il s'est laissé entraîner. Il avait plus de 10 000 euros de dette de loyer et de facture. Moi, je vous dis tous les faits. Après, vous commenterez. Ouais, mais c'est ces gens-là, Il avait plus de 10 000 euros et de dette de loyer et de facture EDF. En plus, il allait avoir 27 ans. Le pire, c'est que nous avions permis l'arrestation des deux complices. La police nous a même remerciés parce que nous avions donné les noms des deux complices. On a fait tout ça pour l'honneur de notre frère. On a fait ça pour éviter que ça dégénère dans les cités. Et voilà pourquoi on peut comprendre aussi que Donc, la famille soit un peu oui, mais choquée la par les famille propos de dit, Nicolas Sarkozy. la famille dit, ce qu'a fait notre frère, notre fils est inexcusable, mais quand même, sachez que, Oui, mais bah, c'est la la mort, famille, il est mort. mais Le c'est mort. normal, C'est mais à un moment donné, normal. tu peux pas dire à quelqu'un qui a un pistolet, pourquoi il a pas tiré dans les jambes? Mais ça, je pense c'est pas que la son personne père. est C'est pas le Oui, problème, mais le c'est débat son que nous père. avons. C'est ce qu'on dit maintenant. S'il avait tué dans les jambes, il avait le droit de... Non, c'est si son le type père avait qui dit été... ça. Si le type avait eu les On jambes... tire pas dans les jambes. On tire dans les jambes. Si le type avait Tuer tiré dans les jambes, c'est rare. c'était pas un problème, il aurait... Ça peut arriver. Chez les petits. Ben oui, bien sûr. Chez moi, tu me tires dans les jambes. Ah, c'est très bien ça. Enfin, C'est là ce que veut dire Maureen simplement. Il faut pas s'énerver. Il se trouve que quand tu es ministre de l'Intérieur, ministre d'État, ta parole n'est pas celle d'un citoyen ordinaire. Tout simplement, tu es un responsable politique. Donc tu pèses tes mots. Et tu n'as pas à intervenir sur le domaine de la justice qui n'est pas le Ce tien. que l'on veut dire, ma Voilà, chère c'est Maureen, tout. c'est qu'on Et est, Pierre aussi, il est on d'accord est avec tout moi. à fait compréhensif vis-à-vis de ce monsieur qui a défendu sa femme. On comprend complètement ça, et qu'effectivement, on peut comprendre que dans l'agitation et dans ce genre d'événement, tous, peut-être effectivement, on réfléchit pas où est-ce qu'on va tirer, et il tire où il peut, à 3 reprises quand même. Enfin, il tire parce que je vous donne les faits, je vous donne les faits tels qu'ils sont. Voilà, à 3 reprises en tout cas. Tout ça, on peut comprendre, on se met à sa place. On peut aussi comprendre la famille, quand même. Pardon, Maureen, un peu de compassion. La famille aussi du jeune homme parmi les agresseurs. Un jeune homme Tout de ça, 26 ans qui meurt, c'est ça. Quel qu'il soit, c'est horrible. tout ça, on peut dit, comprendre les deux côtés. Et je termine. Mais, je rejoins Jean Benguigui. Un ministre de l'Intérieur n'a pas à célébrer l'acte d'autodéfense et l'acte de légitime défense. Voilà. Il doit laisser la justice faire son travail. Voilà. Non, d'autant que l'autodéfense n'est pas la légitime défense.
L'autodéfense, ça n'est pas la légitime défense. Si réellement quelqu'un est menacé et en effet retourne une arme contre son agresseur, ça c'est de la légitime défense. Bon, l'autodéfense, ça veut dire je me donne le droit de tuer quelqu'un qui rentre chez moi. Et là, Pierre, tu m'as beaucoup étonné. Je ne crois pas que la loi permet qu'on tire sur quelqu'un qui rentre chez toi. C'est un juge d'instruction qui va débarrasser. Absolument, absolument. Mais je suis heureux d'entendre tous ces politiquement corrects que vous êtes. Et tout ça, il faut voir. Je suis du côté de Maureen. Il faut voir. J'ai la plus grande. Passez-moi un flingue. J'ai la plus grande compassion Alors, pour cette famille. Quand t'es pas près de Chantal Goya, t'es près de Maureen. Non. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Maureen Dor, Isabelle Motro, Jean Benguigui. C'est la deuxième partie. On a ouvert un débat, je me demande si j'ai bien fait de l'ouvrir, un peu comme Nicolas Sarkozy d'ailleurs, un débat sur l'autodéfense ou la légitime défense et sur ce drame arrivé à Nogent dans le Val-de-Marne de ce commerçant agressé avec son épouse à leur domicile par 3 braqueurs, 3 hommes dont l'un armé d'un 357 Magnum, effectivement arme que l'agressé a retourné contre son agresseur qui ensuite a été donc tué. Ce commerçant se retrouve en prison. Ça a ouvert un débat. On est à peu près tous d'accord autour de cette table, cher Maureen Dor, pour dire qu'effectivement, à la place de ce monsieur, on trouverait ça totalement injuste aussi de se retrouver en prison. On est tous d'accord pour dire que la justice doit faire son travail. Là où on peut estimer que c'est un peu dérangeant, c'est que le ministre de l'Intérieur se serve de cette affaire pour peut-être avoir des propos un peu démagogiques et qui flirtent parfois avec l'opinion d'extrême droite qui, on le sait, prône depuis des années et des années la légitime défense. Il y avait un mouvement et l'autodéfense. Légitime défense, à l'époque. Philippe Alfonsi et puis Pierre Bénichou. Ouais, non, moi, si vous voulez, je crois que le problème, bien sûr qu'on le comprend, c'est pas normal que ce type se retrouve en prison. Mais ça n'est pas normal que Nicolas Sarkozy fasse cette déclaration, encore moins normal. Mais je veux juste prendre une comparaison. Pour que Maureen comprenne, je crois qu'on est tous en train de dire. Quelqu'un qui tue ton gosse, moi je le tue immédiatement. Si je suis là, je le tue. C'est pas pour ça que je suis pour la peine de mort. Et je suis radicalement contre la peine de mort. Mais là, dans l'action, dans l'horreur de l'action, bien sûr que je le tue. Je le tue moi. Mais j'ai tort et je vais aller en tôle. Bon. Mais j'ai tort, mais je le tue. Je peux pas faire autrement. On attaque sa femme. Ce type tue un type. Bien sûr que je le comprends complètement. J'aurais fait comme lui. Mais c'est pas pour autant qu'un ministre a le droit de dire ce type a raison. Non, il n'a pas raison. La preuve, il est en tôle. C'est tout. Je veux dire, il a pas raison. Tu parles d'or. Mais c'est tout. Et moi, en revanche, je le ferai aussi. Je le ferai exactement comme lui. Mais c'est pas pour ça qu'il a raison. Et c'est pas pour ça qu'un ministre a le droit, par démagogie, d'aller draguer, en effet, à l'extrême droite. Voilà, c'est tout. Philippe, tu parles d'or, et c'est un argument que j'emploie toujours contre la peine de mort. Je dis, on a le droit de tuer, mais on a le droit de tuer quand on est fou de haine et pour des raisons justifiées et pour se venger, parce que la vengeance existe. Mais si je suis la société, c'est-à-dire un monsieur en bonnet carré et bien dans ma peau, on dit, vous aurez la tête tranchée, je ne peux pas le supporter. Je suis comme toi. Dans cette affaire, c'est vrai qu'il faut la plus grande compassion pour la famille de ce jeune garçon qui est mort là-dedans. La plus grande famille qui, je le rappelle, en plus collaboré avec la police pour retrouver les 2 autres agresseurs. La plus grande indulgence pour cet homme qui a tué, dans des circonstances où nous l'aurions fait aussi, parce qu'on ne peut pas le faire. Mais je vais vous dire ce qui me gêne dans votre attitude. C'est que moi aussi je pense comme vous que l'attitude de Monsieur Sarkozy est démagogique, qu'il s'attire les voix de l'extrême droite en faisant ça, que un ministre de l'Intérieur, si une personne en France n'a pas le droit de parler de la justice, c'est bien le ministre de la Police. Voilà. Bon, je crois tout ça. Mais sur quoi avons-nous parlé? Et c'est là où je vous trouve politiquement correct. Au lieu de parler de la douleur, de la vengeance, de machin, on dit, alors, et Sarkozy qui? Et Sarkozy quoi? Et Sarkozy que? Eh ben, mettre Sarkozy en tête de cette histoire-là, c'est de la mauvaise foi, et ça aussi, c'est de la démagogie. Mais pas du tout. Voilà. Parce que je m'en fous de Sarkozy. Mais pas du tout. On sait très bien cette histoire est douloureuse, et on dit, alors Sarkozy, qu'est-ce que vous pensez de Sarkozy? Mais j'en ai rien à foutre de Sarkozy. Mais on n'a jamais dit ça. Mais c'est là qui vous intéresse. Mais pas du tout. Pas du tout. Sarkozy. Des faits divers. Mais des faits divers, il y en a plein. Pierre, c'est lui. Des faits divers, il y en a plein. Mais là, il s'exprime. Mais non, mais non. Vous savez bien que j'ai raison. Mais non. Tu n'as pas raison. Oui.
S'il y a bien un démagogue ici, c'est toi, mon gars. Tu l'as inventé, hein. Écoutez, Sarkozy devrait te verser des droits d'auteur. Il n'a pas tout à fait tort. C'est vrai qu'il y a aussi un anti-sarkozysme ambiant en ce moment. Il le cherche. Et Dieu sait que ça m'emmerde de le dire, mais il faut bien reconnaître qu'il y a aussi un anti-sarkozysme ambiant et qu'on tombe parfois un peu facilement et rapidement dans cet anti-sarkozysme-là. Ça aurait été n'importe Je suis quel le premier ministre à de la dénoncer. Justice. Monsieur le ministre, pour mon permis de conduire, je peux avoir les points, Ça aurait été n'importe qui d'autre. La réaction aurait été la même. Il se trouve que c'est lui et c'est insupportable. Je peux dire un truc. Et que c'est pas par hasard que c'est lui. Mais alors justement, en plus, Le mec est capable de dire tout et Cela dit, tous les ministres de l'Intérieur ont été eu de mauvais rapports avec le ministre de la Justice du même gouvernement. Tous, que ce soit Poniatowski, qui était que ce soit Marcelin, que ce soit quand il était ministre de l'Intérieur, pas dire des modèles que ce soit Charles Pasqua, que ce soit Defer, Defer avec pas d'intérêt, il était un couteau tiré. Non. Chevènement, mais oui, tous. Mais jamais Gaston Defer ait fait une intervention pareille. Non. Gaston Defer a pas fait des interventions pareilles. Non. Alors là, je te prends à Paris. J'avais même écrit un article contre Defer dans l'Observateur à ce moment-là. Oh. Mais oui, je te jure. Comment as-tu osé? Non, mais c'est vrai, alors que Defer il était nous plutôt manque un ami. Gastounet. Je me souviens, c'était un des ministres de l'Intérieur les plus imités à l'époque. Il parlait comme ça, c'est une façon de faire. Et lui, il n'aurait pas dit ça, il aurait dit, c'est normal que j'arrête en prison, que les commerçants. Non, mais Gaston Defer a quand même fait une chose. La première mesure qu'il a prise, Gaston Defer, c'était le 12 mai. il y a longtemps, je me disais qu'un jour, je pourrais à nouveau imiter Gaston Defer. Le 12 mai 81, la première mesure qu'il a prise, c'est les mesures de prison contre ceux qui se rendaient coupables d'homophobie. C'est la première mesure qu'il ait prise. Est-ce que le peuple que vous éduquez... Très bien, oui. Très bien. Alors arrêtez de pisser sur les ministres de l'Intérieur. Il est interdit de pisser sur les ministres de l'Intérieur. Maureen d'or. Est-ce que le peuple que vous tentez d'éduquer, que je représente, peut dire un mot? Mais oui, mais c'est vrai. Ça, Parce que j'avais quelque pas vu le part, peuple comme ça, moi. quelque part, quand vous dites ce genre de choses, c'est vrai que je représente la foule qui dit c'est un braqueur, ça n'est pas, etc. Juste une chose. Là où vous, pour moi, Isabelle et Jean, là où pour moi vous êtes dangereux quand vous dites Sarkozy fait le lit de l'extrême droite en étant démago et en parlant de la peine de mort. En gros, c'est un peu ça que vous avez dit. C'est quand même très, en gros, c'est la foule, hein. c'est très méprisant. C'est très méprisant pour plein de gens qui pensent peut-être comme moi et qui ne pensent pas faire partie de l'extrême droite. Eh ben, ils ont qu'à réfléchir à ce qu'ils pensent, voilà. Eh bien, je suis désolée. Je suis désolée, faut arrêter d'être politiquement correct. Eh bien, je pense que d'être politiquement correct, c'est de dire perpétuellement, ah, tu penses comme ça, tu es pour la peine de mort, donc tu es de l'extrême droite. Mais pas tu penses, tu es pas du tout c'est ce qu'on a simplement dit. c'est simplement qu'on essaie, chère Maureen, de vous donner un peu d'arguments pour réfléchir un peu plus avant de Mais parler. d'ailleurs, je vous remercie parce que d'ailleurs, je vous remercie et en effet, Philippe, tu as très bien parlé et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Mais je refuse qu'on me dise aussi que systématiquement, quand je suis d'extrême droite, si je pense que mais on te dit pas Mais on n'a jamais dit ça. Maurice, Et moi, jamais dit ça. je n'ai même aucun doute sur les idées de Nicolas Sarkozy. Alors, je vais encore me retrouver en train de défendre le ministre de l'Intérieur. Mais à aucun moment, je pense que Nicolas Sarkozy n'ait des idées d'extrême droite. À aucun moment, il se trouve simplement que là, quand il prononce ça, oui, on peut se permettre de dire qu'il drague cet Pourquoi est-ce que c'est électorat. d'extrême droite de penser ça? Dites-le moi alors. Parce que c'est l'extrême droite qui a toujours prôné précisément l'autodéfense, le recours. Je le savais pas, tu vois. Moi, personnellement, je le savais pas. Puisqu'il n'a pas à ouvrir la bouche, s'il ouvre la bouche, c'est évidemment pour plaire à un électorat qui est celui de l'extrême droite. Voilà. C'est ça qu'on veut dire. On veut pas dire que c'est que son vrai nom c'est Himmler. On veut pas dire ça. Non mais quoique dans ces pays-là, on sait pas comment ils s'appellent. Les gens. Là, tu peux pas dire ça parce que ça c'est très grave de faire des collages comme ça. On est en train justement d'affirmer que nous n'avons aucun doute sur les idées républicaines et démocrates du ministre de l'Intérieur, mais que simplement, effectivement, il va parfois flirter. Bien sûr, il est en campagne électorale et je peux dire. La seule personne avec qui il devrait flirter, c'est avec Madame Royal. On serait tranquille là. S'il y avait tu te rends compte, Sarkozy Royal qui vont dans le même hôtel que Zidane avec la chanteuse. Tu te
rends compte la radio qu'on ferait à ce moment-là? Et qu'il paraît qu'ils ont échangé. Et qu'à un moment, il y a même eu Zidane avec Sarkozy. Zidane avec Sarkozy. Oui, Non, oui, le oui. mieux c'était Zidane avec Ségolène et on les appelle Couscous Royal. On va se gêner, toujours Maureen Dor, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Jean Benguigui et Jean-François Derek. Pour changer de sujet, on va parler d'écologie. C'est vrai que Nicolas Hulot est à la une de tous les journaux en ce moment. On parle beaucoup de son pacte écologique, qui est à la fois un livre et un programme. Les politiques essaient de s'arracher, évidemment, les voix de Sarkozy et sa présence éventuelle au sein d'un gouvernement. Lui, ou en tout cas, quelqu'un qu'il pourrait choisir pour lutter contre, évidemment, la planète qui se dégrade et le réchauffement climatique. Et évidemment, il fallait envoyer sur place Jean-François Derek pour savoir comment vit exactement Nicolas Hulot. Est-ce qu'il applique ces principes? Je crois que vous êtes à côté de Nicolas Hulot, Jean-François. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien, effectivement, je suis à côté de Nicolas Hulot. Nous sommes actuellement dans son 4x4. Comment c'est un 4x4? Vous êtes fou? Non. L'écolo, lui, il utilise un 4x4, le véhicule le plus polluant? Non, alors attendez, je vous rassure Laurent, c'est un 4x4 écologique. Ah. Il n'utilise ni essence ni gazole, mais un système révolutionnaire, c'est la propulsion à copain. Qu'est-ce que c'est que ça, la propulsion à copain? Eh ben, il a 4 copains et il pousse. Alors attendez, je regarde par la lunette arrière. Effectivement, il y a tous ces supporters qui poussent. Il y a Pascal Obispo, Julien Clerc, Luc Besson. Bon, cela dit, ce n'est pas écolo à 100%. Hein. Mais pourquoi? Luc Besson, vous avez vu la carrure. Hein. Quand il souffle, ça en fait du CO2. Hein. Est-ce qu'il met, monsieur Hulot, ses actes en accord avec sa théorie? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, maintenant que vous le suivez depuis, je crois, ce matin, comment il vit au quotidien? Ah ben écoutez, nous allons le savoir car nous arrivons chez lui. Là, on se gare. Il sort de sa voiture. Ah, attendez, on vient de l'appeler. Il sort son téléphone portable à panneau solaire. Eh bien oui, parce qu'il n'utilise plus de batterie, ça pollue trop. Hein. Et c'est grand, les panneaux solaires sur un téléphone portable? Bah, ça fait quand même 4 mètres sur 4. Hein. Alors, ça se transporte dans une camionnette électrique dont l'électricité est entièrement bio puisqu'elle est produite par une chaudière à bois qui est d'ailleurs dans une autre camionnette. Mais alors là, ça pose un autre problème, c'est qu'il faut beaucoup de bois pour faire avancer une camionnette. Ah ben, il a quand même toujours un 38 tonnes qui suit derrière. Hein. Ah oui, alors évidemment. Est-ce qu'il utilise chez lui, là, ça y est, vous êtes rentré chez lui, là? Oui, ça y est, oui. Est-ce qu'il utilise des ampoules basse consommation? Ah ben écoutez, beaucoup mieux. Il utilise des ampoules pas de consommation du tout. C'est-à-dire? Ben c'est-à-dire qu'il faut juste s'habituer à voir dans le noir. Et comme il le dit lui-même en plaisantant, les aveugles n'ont pas plus de traumatisme crânien que les voyants. Et d'ailleurs, pour alimenter la chaîne stéréo, c'est Noël ma mère qui pédale dans la cave. Alors, est-ce qu'il ferme, par exemple, si vous pouviez l'observer de près, est-ce qu'il ferme le robinet quand il se lave les dents, par exemple? Alors, tenez, alors là, justement, je peux vous dire qu'il a totalement dépassé le problème. Il ne se lave plus les dents. Il mange du chewing-gum. Ah oui? Ben oui, ça détecte parfaitement les caries et ça décolle très bien les dents qui tiennent pas. Et en plus, ça creuse pas le trou de la sécu. Et comment il se déplace dans Paris, alors? Oh ben, comme il fait d'habitude, hein, très simplement, parapente, hein. Ou alors en homme grenouille quand il longe les quais. Et en conclusion, donc, on peut dire que Nicolas Hulot est plutôt en accord avec lui-même. Écoutez, plutôt oui. Hein. Bon, la seule chose qu'il ne conseille pas aux gens d'éteindre, c'est la télé. Eh ben oui, il est pas fou, c'est son gagne-pain. Bon, cela dit, entre nous, moi non plus. Hein, si je me présentais, je ne dirais pas aux gens, vous pouvez éteindre la télé, la radio. Hein. Par contre, vous pouvez arrêter d'aller au cinéma, j'y joue pas. Écoutez, merci pour cette enquête sur le terrain. Jean-François, on vous retrouve lundi à la même heure. Eh bien, à lundi, si vous le voulez bien. Ce soir d'ailleurs, dans notre émission, on a tout essayé. Nous recevons Nicolas Vanier, l'explorateur qui a fait cette expédition, vous le savez, dans le pôle Nord, tiré par des chiens de traîneau, qui explique très très bien effectivement les dangers qu'encourt la planète. Lui, il voit ça sur place, effectivement sur le terrain, sur la banquise en tout cas, et que effectivement depuis quelques années, le paysage s'est vraiment terriblement transformé. Bien sûr, mais tout le monde le sait, mais c'est pas en m'empêchant de pisser quand je me lave les dents que ça pourra changer. Oui, mais moi je veux pas fermer le petit robinet quand je me lave les dents. Je pisse dans le lavabo en même temps. Il faut aller voir le
Il faut aller voir le film d'Al Gore, hein, quand même, là-dessus. Une vérité qui dérange. Oui, mais il y avait un autre film. Des choses qu'on sait, mais on en quand parlait même, c'est avec bien. Nicolas Vanier, justement, dans l'émission de ce soir. Il y a un autre film qui, finalement, était un film catastrophe de science-fiction, mais qui, en fait, était plutôt déjà révélateur. C'est le fameux film Le Jour d'après. Ah oui. The Day After. D'ailleurs, T'as vu After Chef, d'ailleurs. dont Chimène Badi d'ailleurs chantait la chanson en version originale, mais c'était un film terrible. On voyait New York sous la glace, les animaux du zoo de Central Park, les loups et autres sortir, mais c'était terrifiant et on se disait c'est pas possible. Et ce qu'on nous raconte en ce moment, mais c'est pas si loin de ça en fait. Alors Morinder. Enfin, en même temps, je trouve ça totalement anxiogène parce que d'aller voir le film d'Al Gore, c'est formidable à la fois. Et puis quand on sait que là, par exemple, Renault qui va construire des voitures en Inde, la Logan, en sachant que les Indiens qui sont 1 milliard, quand même, 1 milliard, et qu'ils ont une augmentation de 20% de véhicules par an, bah, tu te dis, moi je veux bien fermer tous les robinets du monde et utiliser plus que des ampoules à basse température, mais 20% de voitures en plus d'un pays qui fait 1 milliard de personnes, ça m'angoisse, mais à un point. Donc aller voir Al Gore, je veux bien, mais qu'est-ce que... N'y pense pas. Ouais, mais oui, Renault, c'est pareil, l'autre Renault aussi. Il fait de plus en plus de disques, il les vend et tout ça. Tu te rends compte l'électricité qu'il faut pour faire marcher ces disques? Non, moi je crois qu'il faut arrêter toute activité. Rester au plumard. Et baiser. Pardon? Et baiser. Et faire des enfants. Ah non, Ouais, non, non, si non, tu fais non, des non, enfants, c'est ça pas en disant recommence. des gros mots que tu vas être, tu vas être populaire, hein. C'est un gros Ça veut mot, dire baiser. baiser. On dit pas baiser. Faire des enfants pour regarder pour ce que les gens en font en ce moment. C'est vrai que c'est un peu du gâchis, quand même, hein. Bah voilà, t'en fais du terreau. Oh non, pas ça. Oh non, ça c'est d'une violence. Oh, alors là, ça m'étonne de toi. C'est un nouveau drame de la Maureen. pauvreté, je disais tout à l'heure. Une femme qui avait pas les moyens d'acheter un congélateur. Enfin, bon, écoutez. On va se gêner. La suite, Jean Benguigui, Morinder, Isabelle Motro, Pierre Bénichou et Philippe Alfonsi vont maintenant parler du livre du vendredi, le livre de la semaine, signé Didier Le Pêcheur, Les Hommes Immobiles. C'est son roman publié chez Lattès. J'ai envie de commencer par vous, peut-être, Morinder, pour pitcher ce roman, Les Hommes Immobiles, Didier Le Pêcheur. Ah, vous me demandez un sacré boulot parce que c'est pas facile à Pour pitcher, une fois, ce je vous demande livre, de parler, et alors que d'habitude, vous intervenez sans que vous ayez rien demandé. Alors, Mais là, c'est pas un cadeau. Hein. c'est pas un cadeau parce que c'est vraiment difficile parce que ce bouquin est tout sauf immobile. Donc voilà, c'est l'histoire dans un petit village qui s'appelle Maurepas de 3 jeunes gens. Il y en a un qui est le fils du château, il y en a un autre qui est le neveu du chef de gare et la troisième qui est la fille De l'attendant. pardon, La fille du facteur. de l'intendant. Et c'est un peu les Jules et Jim de l'endroit. Oh zut, j'avais noté ça moi aussi de dire Laisse-la ça. finir. C'était Jules et Jim. C'est un Ouais, peu elle a les, parlé, la les Jules et malheureuse. Jim de l'endroit. Mais quand j'ai dit ça, j'ai rien dit. Parce que en fait, maintenant, la guerre Merde alors, 14-18 pourquoi le dire? arrive. Parce que ce sont quand même les héros du livre. La guerre 14-18 arrive et les 2 garçons vont partir au front. Sur les 4 fils du château, Paulin sera le seul à en revenir. Et en fait, le livre parle du drame de tous ces gens qui ont survécu à la guerre 14-18, de ces gens qui ne sont pas morts là-bas, mais quelque part qui sont un peu morts dans leur tête, par rapport à tous les gens qui sont restés à l'arrière du front. Ça parle de ça et à la fois ça parle À aussi la veille du 11 novembre. ça parle aussi du Paris de l'avant-guerre, du Montparnasse de l'avant-guerre avec des gens hauts en couleur. Ça parle aussi en fait de l'entre-deux-guerres, de ces gens qui croyaient que c'était la der des der et en fait c'était pas seulement l'entre-deux-guerres, c'était presque l'avant-guerre 40-45. C'est ça qui est quand même très fort. En plus, on C'est parlait réussi avant, alors, justement. c'est réussi et à la fois, c'est très réussi parce que c'est un film magnifique, mais je Un trouve livre. qu'il c'est un livre magnifique, un film tellement il y a d'images, mais je trouve qu'il y a des moments où il est un peu indigeste. Parce que trop de réflexion, trop de descriptions, trop de choses racontées. Et je trouve qu'à un moment donné, on se dit, oulala, mais moi, alors mon petit cerveau, vous avez cru comprendre depuis le début de l'émission que j'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Tout le monde le sait. Non, mais non, mais non. Couper le beurre, si peut-être, justement. On t'avait demandé. Je dirais presque, comme dans le film Amadeus, le roi stupide qui dit à Mozart trop de notes. C'était un roi stupide qui parlait à Mais Mozart. c'était Mozart. Et voilà, c'est ce que je dis. Donc je suis le roi stupide qui parle à Mozart. Et pourtant, passer les 150 premières pages, qui sont vraiment, je trouve, un peu difficiles,
le récit devient beaucoup plus limpide et vraiment formidable. Philippe Alfonsi, Pierre, ensuite Isabelle Jean. Non, je trouve qu'elle a fait la petite tête, comme elle dit, là, elle a fait un très bon pitch. Voilà. Je trouve que c'est excellent. Même. Formidable Je trouve. pitch. Ah oui, je trouve Mais qu'elle a fait un excellent pitch. tu fais le lit de l'extrême droite. Oui. Elle a fait un formidable pitch. Et c'est vrai que ce livre est parfois indigeste, mais il est parfois indigeste parce que je crois qu'il veut trop expliquer. Oui, voilà, c'est ça. Il veut trop expliquer, il veut trop raconter l'histoire et les coulisses de l'histoire, alors alors quand on est dans la psychologie des personnages et la vie des personnages, c'est formidable. C'est vrai que c'est Jules et Jim et c'est magnifique. C'est un très très beau livre avec en effet des petites lourdeurs de temps en temps. Il faut le temps pour le lire. Oui. Il faut se donner le temps de le Exactement. lire et ça vaut le coup. On va jusqu'au bout. C'est un livre vraiment très très bon. Jean Benguigui. Alors moi c'est terrible parce que je suis un gros lecteur vraiment, je lis très vite et beaucoup de choses tout le temps et là j'ai eu un mal épouvantable. Oui, J'ai pas réussi du tout. J'ai commencé, après j'ai regardé la fin, après j'ai essayé de lire en diagonale, je ne suis pas rentré dedans. Pourquoi ? Parce que j'avais une image très précise dans ma tête. Un livre que j'avais adoré, qui est sorti il y a 2 ou 3 saisons, qui était Les âmes grises de Philippe Claudel. Ah bah oui, mais ça n'a rien à voir. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est cette même ambiance. Mais oui. Mais en revanche, là où tu as raison, c'est qu'il y a la légèreté de Claudel, et là, il n'y a pas la légèreté. Voilà. Philippe Claudel, Et ça, hein. oui, Excellent Philippe Claudel, écrivain. bien sûr, Philippe Claudel, merveilleux. Et là, Qui a publié plus et là, récemment c'est La curieux Petite Fille parce que- Mousseline, qui est parce formidable. Que je pensais Très beau constamment livre. en essayant de lire, parce que je suis vraiment pas arrivé, je suis allé chercher des trucs sur Internet pour essayer de comprendre tout ça. Je pense tout le temps, je regarde la carte, je dis, ce mec fait des clips. Son métier, c'est aussi de faire beaucoup de clips. Non, il a fait Pour la- un réalisateur, il a fait des films. Non, Non, il a je sais fait bien. un film. Il a fait un long métrage, et puis il a fait des clips. Je dis, comment il peut faire pour faire des clips? Puisque le clip c'est vraiment court, c'est 2:30, alors qu'il met 35 pages pour écrire une chose qui pourrait durer 4 lignes. Voilà, c'est ça. Isabelle. C'est un homme qui n'a pas le sens du raccourci. Isabelle Motro. Ouais, moi, je partage le sentiment de Jean, en fait. Oh, parce j'étais que, emmerdé. Oh là à la fois, c'est vrai que c'est un livre qu'on peut pas jeter comme ça en disant oui, bah voilà, c'est chiant. Bon, Ah non. c'est pas possible parce que vraiment, il traite de plein de sujets différents. Les portraits ces portraits de personnages sont vraiment intéressants. Il y a des moments où on est scotché par certaines scènes qui sont vraiment très belles. Et puis voilà. Puis après, on a 50 pages de ressassement comme ça sur des sensations et puis des analyses psychologiques. Enfin, c'est un peu lourd. Et puis surtout, moi, je trouve qu'il s'écoute un peu écrire par moment. Hein. Et il y a une Il y a explication quand même à ça. une espèce de style baroque comme ça, d'écriture. Que je suis un grand très écrivain. riche. Allons-y. Je sais pas, non, ça, je l'accuse pas de ça, mais je veux dire que il aurait pu, s'il En fait, pouvait il fait pas assez élaguer un confiance au lecteur. C'est comme s'il faisait pas confiance au lecteur peu. Non, c'est une d'avoir sorte bien de style compris. aussi. C'est une Jean sorte et puis de Pierre. style. Je voudrais Pierre juste n'a rien dit. compléter parce que ce livre, la première version a été écrite en 1972 chez Régine Deforge, éditeur. Ce livre n'était jamais sorti. Jamais sorti parce que Régine avait fait faillite. Et là, il a écrit une deuxième époque qui double le livre. Voilà. Je pense qu'il faut je pense que c'est une erreur parce que c'est là il y a cette luxuriance, cette surabondance qui est quand même un peu emmerdante. Pierre Bénichou. Bah moi, je dois dire que c'est un livre qui m'a beaucoup plu. D'abord, parce que peut-être je suis mal placé pour en juger. Étant donné que tu l'as pas lu. Parce que non, je t'en prie, ça va. C'est pas bien de dire ça. C'est pas bien de dire ça. On l'a vu une fois, vraiment. Non, ce comique de Isabelle, répétition, non. vraiment, c'est un peu stupide. Il arrive à lire, il Est-ce est que- de est-ce que je peux diphtongue parler et de tout, ce il livre arrive bien maintenant. C'est un livre difficile, parce que moi j'ai de la difficulté à lire les livres, parce que je les lis vraiment. Et j'essaye d'entrer vraiment dans la tête non seulement des personnages, mais dans la tête du narrateur aussi, de l'écrivain, de l'auteur. Et je dois dire que c'est une époque qui me fascine, moi, cette époque de l'après-guerre, et on ne se rend pas compte, les gens qui ne l'ont pas vécu. C'est pourquoi tous les gens tous les gens qui nous ont précédés ne pensent pas comme nous parce qu'ils ont vécu cette horreur et que la guerre de 14-18 a été une tuerie comme rien. Il y a eu la Shoah et la guerre de 14-18 qui ont été les deux grands événements du siècle. Et ceux qui ont vécu la guerre de 14-18, ce qu'on reprochait beaucoup à Mitterrand, ils mettaient ça au-dessus de la Shoah et de tout le reste. Et ça a été une époque absolument tragique. Ce type écrit très bien, peut-être un peu trop bien de temps en temps. Moi, je crois que ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir choisi dans ces deux styles. Il veut être à la fois Giono, c'est-à-dire cette histoire de la montagne d'en bas, comme il dit, ce qui est très bien dit, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les Hautes-Alpes, c'est-à-dire juste avant les sommets. Bon. Et dans cette histoire de cette reconstitution qui est très bien faite pour
que je peux en juger du château, tout ça, mais il fallait un talent à la Giono, un peu talentueux comme ça, et ça, évidemment, il n'a pas cela. Alors, il y a un autre truc, c'est un peu du Jules Romain. C'est un peu cette fresque comme dans les hommes de bonne volonté, toute cette fresque des jeunes gens face à l'avenir, face à la guerre, et moi je trouvais ça très bien, un peu trop méritoire peut-être pour être un grand roman, mais en même temps c'est un livre moi que je conseille parce que surtout à des jeunes gens comme Maureen par exemple qui dit cette époque machin, qu'il a très 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 bien résumé. Bon, mais je dois dire que je conseillerais ça parce que on voit, c'est une formidable leçon d'histoire et leçon d'histoire des sentiments. Et c'est donc en ça que c'est très bien. On lit à cette connerie, non sérieusement, de bouquins qui tirent à 200 000 exemplaires et qui sont de la merde quand je le dis, c'est de la merde qu'on vous fait bouffer aujourd'hui. Comme disait notre ami, comment s'appelle-t-il déjà? Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff. Personne limite jamais, c'est drôle. Celui qui m'a remplacé chez ma bonne. Mais on bouffe assez de la merde pour quand on a un plat même un peu lourd, de dire que c'est très très bien. Je suis totalement d'accord. Allez, ça s'appelle, dernier mot très court. Avec un magnifique personnage également, en plus du trio, là, qui est le russe. Je trouve que le personnage du russe est magnifique. Les hommes immobiles, un roman signé Didier Le Pêcheur chez Jean-Claude Lattès. Vous ferez votre avis vous-même, manifestement, quand même, c'est un livre intéressant. Oui. Les hommes immobiles, Didier Le Pêcheur chez Lattès. Parlons-nous. Bénichou, Alfonsi, Motro, Benguigui, Dor. Et Monsieur Chanson, Serge Liado, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui alors? Ben écoutez, ça fait 2-3 jours que j'ai pas fait de chanson flash, alors je vous devais du temps d'antenne. Ah très bien. Une chanson un peu plus que flash alors. Un petit peu plus que flash, voilà, disons la longueur de 3 flashs. Et puis j'ai pris comme thème, c'est une bonne nouvelle, le renouveau des naissances en 2005. On a bien cartonné. Et puis voilà, c'est quand même résolument optimiste parce que à part ça, l'actualité est assez déprimante. C'est parti. J'ai reçu un email aujourd'hui d'une auditrice qui se fâche. Comment ça se fait que depuis mardi, il n'y ait pas eu de chanson flash? Je l'avoue, c'est dur en ce moment d'écrire un quatrain rigolo. L'actualité n'a pas de talent, c'est pas à moi de faire son boulot. Et voilà qu'aujourd'hui on apprend que les Françaises et les Français croient en l'avenir résolument. Car que font-ils d'après l'INSEE? Des bébés, des bébés, des bébés, des bébés. Les petites filles nées en 2005 s'appellent Agathe, Emma, Lola. Les garçons Enzo, Adrien, Alban, César, Robin, Lucas. Et ne parlons pas de ces marmots affublés de prénoms crétins qui font repérer les blaireaux qui aiment les feuilletons américains. Mais comme la mode évoluera, 2007 verra débarquer des Ségolène, des Nicolas. Mais t'as vu qu'ils sont mal barrés, ces bébés, ces bébés, ces bébés. Ces bébés, 807 000 enfants sont nés chez nous l'an dernier. On proclame que le taux de fécondité est de 1,9 par femme. Moi j'ai une fille et un garçon, mais la virgule, je la vois point. On l'a peut-être planqué, c'est trop con dans le congélo ou dans le jardin. Mais les gens sont tellement cyniques qu'il devient urgent de protéger les petits humains comme les petits phoques. Je vois qu'un moyen, faut s'adresser à bébé, à bébé. Ah bébé, Brigitte Bardot quoi. Bravo pour cette parodie de Renaud. Très très réussi, Serge Liado. C'est la première parodie des bobos qui est faite. Alors, on a bien compris que c'était une parodie des bobos et que vous aviez transformé les bobos en bébés. C'est la mode en ce moment. Et d'ailleurs, Brigitte Fontaine, elle, sur un album, s'en prend au baba. Il reste plus que les bubus et les bibis. On vous applaudit, on vous embrasse et à lundi prochain. À lundi, salut.
Beaucoup de réactions, évidemment, sur Internet suite à notre débat sur la légitime défense. Et bon, j'ai mis de côté, j'ai essayé de prendre quelques mails représentatifs, mais des choses intéressantes que nous disent les auditeurs. Quelqu'un, par exemple, qui s'appelle Fabien, qui dit « Il est difficile d'intervenir sur ce sujet passionnel, mais voici quelques points. 1. Nicolas Sarkozy a tout à fait le droit de s'exprimer en tant que responsable UMP, mais pas en tant que ministre de l'Intérieur. Voilà aussi les limites de la double casquette. Peut-on être à la fois ministre et candidat à la présidentielle d'un grand parti ?» Ça, c'est une chose qu'on n'avait pas dite et c'est une remarque fort judicieuse de notre auditeur. Autrement, il précise aussi qu'à propos de la légitime défense, elle est régie par l'article L5 bis. Et cet auditeur dit, même si je suis plutôt intuitivement du côté de celui qui a tiré, je ne suis pas sûr que les conditions d'immédiateté et de proportionnalité du fameux article L5 bis soient respectées en tirant 3 fois dans le dos. Quoi qu'il en soit, c'est au tribunal de l'évaluer. Le tireur devrait être mis en examen et pas incarcéré. D'ailleurs, on nous a appris aujourd'hui qu'effectivement le commerçant a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Voilà, donc comme quoi la justice fait bien son travail. J'ai entendu tout ce qu'a dit Pierre Bénichou, écrit turlute concernant l'autodéfense. J'espère pour Paul Vermus qu'il n'aura jamais la mauvaise idée de se pointer de nuit à l'improviste chez Pierre Bénichou. Ça, c'est très drôle. Légitime défense, notion essentielle. La riposte doit être proportionnée. Tirer sur quelqu'un qui s'enfuit, ce n'est pas légitime, dit un autre auditeur. Proportionné quand un mec arrive avec un flingue, merde. Je suis désolé de contredire monsieur Bénichou, dit Patrice, mais pour qu'il y ait légitime défense, il faut, d'après la loi, que la défense soit proportionnelle à l'attaque. Par exemple, on ne peut pas se servir d'une arme à feu contre un intrus qui vous attaque à main nue. Voilà, une précision concernant la loi. Et tout étudiant en droit de 2e année, me rappelle Guillaume, apprend qu'il n'appartient à personne de se faire justice soi-même, surtout quand il s'agit de tirer à 3 reprises dans le dos d'une personne, même d'un agresseur. La légitime défense est très très encadrée et répond à des conditions bien précises qui participent à ce que notre pays ne devienne pas le Far West, dit cet auditeur. Vous ne croyez pas que la grande majorité des Français approuvent le geste de Nicolas Sarkozy, me dit Greg, et du courrier qu'il a envoyé au ministère de la Justice? Eh bien oui, nous l'approuvons, monsieur Sarkozy, bien sûr que oui, monsieur Ruquier. Monsieur Sarkozy défend un homme attaqué, en danger, face à la mort, qui dans un geste a rectifié sa posture. Le dénouement est certes malheureux, mais peut-on condamner un homme sans armes, se défendant face à des pauvres types armés? Non, les Français se mettent à la place de cet homme et considèrent le geste de monsieur Sarkozy comme une main tendue à un gars du peuple. Voilà, j'ai à peu près exprimé les avis pour être le plus objectif possible des auditeurs qui sont aussi partagés sur cette affaire. Excusez-moi, je suis en train d'apprendre quelque chose. Le mec, il a été tiré dans le dos, je comprends pas. Oui, parce qu'il était en train de s'enfuir. Il s'enfuyait quand même. Ah, mais il avait laissé son arme. Écoutez, on n'y était pas. Lisez les journaux. Non mais tu vois, c'est pour ça que bon. Oui, ok, mais ça j'étais pas du tout au courant. On me dit qu'il a retourné l'arme du mec contre lui. Non, c'est le mec qui s'est retourné. C'était pour vous donner les quelques dernières informations et surtout commentaires des auditeurs sur un sujet qui, effectivement, a été violemment... C'est comme l'histoire du rugbyman. Sa femme est entrée chez lui dans sa chambre la nuit. Il l'a pas reconnu. Il a cru que c'était... Arrête, Pierrot, non. Allez, pour terminer la semaine en beauté, Monique Pantel pour nous parler cinéma et nous donner quelques conseils pour aller en salle ce week-end, voir les films du moment, ce sorti mercredi en tout cas. On commence. Bonjour Monique. Bonjour. Par le Dahlia Noir. Ah bon. Ah bon. Avec Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Hilary Swank, un film de Brian De Palma. Bon. James Ellroy avait écrit un chef-d'œuvre de la littérature noire sur cette jeune femme que l'on a retrouvée atrocement mutilée. De Palma en a fait un film sans aucun autre intérêt que de montrer son savoir-faire. Évidemment, ils sont très mignons, les acteurs, Josh Hartnett et les filles Scarlett Johansson et l'autre. Ils sont très mignons, mais ça n'a rien à voir avec le roman. Le film est à faire sur le Dahlia Noir. C'est un film repeint quand même. Ben oui, je sais. Ah, vous auriez pu faire un effort. Vous voulez que je fasse des efforts? Oui, dites que c'est très bien. Ah bon, c'est très bien quand même. C'est très très bien. Quelle lâcheté, Monique. Désaccord parfait, un film d'Antoine Decaune avec Jean Rochefort et Charlotte Rampling. Alors là, j'ai adoré. C'est léger, c'est charmant, c'est plaisant et c'est surtout divertissant. Bon. Certes, Jean Rochefort en fait des caisses, mais justement, il joue un vieux cabot. Certes, Charlotte Rampling fait ses yeux de velours, mais c'est pour mieux nous séduire.
Ils sont délicieux tous les deux. Donc ils se sont aimés il y a 30 ans, ils se retrouvent à Londres, elle le déteste, elle va essayer de lui faire plein de vacheries, je vous raconte pas lesquelles, il faut aller voir ce film. C'est épatant, c'est rigolo, c'est à savourer comme un bonbon, et il y a un chien qui pète et qui est très rigolo. C'est mieux ou moins bien, parce que ce film cartonne en ce moment, il y a quand même une comédie, la comédie à aller voir, c'est celle avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg, Prête-moi ta main, ça vaut ça? Je sais pas. Pas quand même, hein. C'est si, moi oui. Mais parce qu'ils sont plus près de mon âge peut-être. Mais ils sont délicieux tous les deux. Oui, moi je crois qu'il faut quand même mieux aller voir Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg dans ce film Prête-moi ta main. Près de son âge, c'est bien. Mais c'est quand même des accords parfaits, c'est vachement bien. Bon, il y a un autre très bon film. Alors allez-y. C'est Short Bus. Short Bus, un film de John Cameron Mitchell, et Isabelle Motro a adoré ce film aussi. Moi aussi. C'est un film qui réveille, avec audace, tendresse, franchise et bonheur. Le metteur en scène filme des gens qui cherchent à se faire plaisir, ce qui est tout à fait sympathique. Donc il y a une sexologue qui ne peut plus jouir, donc elle essaye de retrouver le goût de la jouissance, qui est tout à fait bien. Et les autres aussi font des efforts pour se faire plaisir. C'est épatant. Et moi, dès que je n'en vois plus qu'au cinéma. Quand il y a du monde. J'ai adoré de bout en bout. C'est qu'à le dire. Et la scène où il y a un mec qui fait le poirier tout nu et qui se fait une gâterie avec sa bouche, eh ben bravo, j'ai failli applaudir. Isabelle Motro. Oui, c'est un film très drôle. Ce qu'elle raconte est exactement l'exemple même de la scène du film. C'est-à-dire que à la fois c'est porno, Non, c'est pas porno. Non, mais enfin, je veux dire, non, si, on c'est voit, presque porno. Non, c'est pas porno. on voit des C'est point choses. G et compagnie. On voit des choses qu'on voit dans les films porno et qu'on ne voit jamais dans les films traditionnels. Et en même temps, c'est un film plein de tendresse, plein d'humour. Je vous la dise très vite avant de partir. Très, très parce bien, que, quoi. comme c'est Carlos qui me l'a raconté, ça sera sur RTL demain. Alors vite, je vous la raconte. C'est un très joli film. Il dit, j'ai enfin trouvé le point G des femmes. On dit, mais c'est quoi? Il dit, c'est la dernière lettre du mot shopping. Ah, c'est drôle. Attends, on a d'autres des blagues misogynes comme ça. Phallocrate. Il reste deux films à commenter. Les Fragments d'Antonin avec Grégory Durangère, Anouk Grimbert. Eh ben, le film sur la guerre de 14 reste à faire. Hein. C'est non, je trouve, j'ai pas aimé. Hein. C'est Grégoire Bérangère. Attention, il fait un grand numéro d'acteur. Grégory Bérangère, oui. Il est à moitié Grégory, pardon. Il est à moitié autiste pendant tout le film parce qu'il a été tellement traumatisé par la guerre de 14, ce qu'il a subi et par quoi. Eh ben, on s'aperçoit que c'est parce que les Allemands ont tué pour s'amuser ces pigeons voyageurs. Oh non, tu peux pas. D'abord, tu dis pas la fin. Normalement. Elle a dit la fin? Oui, elle vient de dire la fin. Heureusement, t'as pas entendu. Mais c'est pas la fin. Et deuxièmement, c'est une interprétation, mais totalement, pardonne-moi, idiote de ce film. Mais non, mais attends. le baston. N'insulte pas ma mère, hein. C'est le petit bout de la lorgnette. Vous C'est avez aimé évidemment ça. pas pour ça qu'il est devenu. Vous avez aimé ça, les Fragments d'Antonin? Oui, c'est un film formidable qu'il faut absolument défendre et aller voir. Parfait. Et on termine avec Nouvelle Chance, le film d'Anne Fontaine, avec Daniel Darieux, Ariel Dombal et Jean Chrétien, Sybertin Blanc. C'est uniquement pour Daniel Darieux. C'est la plus jeune vieille femme du cinéma français. Par un miracle qui ne peut être que divin, elle est toujours la même, séduisante, pleine d'entrain et absolument pas liftée, ce qui lui a gardé ses yeux pleins de rire. Comme Ariel Dombal dans le film. Bon, l'autre, je n'en parlerai pas. Je n'en parlerai Mais pas. elle est très bien, Ariel Dombal, dans ce film, justement. Ah bon? Ah oui, Ariel je trouve. Dombal est toujours très bien. Oui. Bon. Bon, bref, vous conseillez surtout cette semaine, on l'aura compris, Short Bus, ça il faut courir le voir. Ah oui. Vous avez aimé aussi la comédie avec Jean Rochefort et Charlotte Rampling. Beaucoup. Désaccord parfait. Vous conseillez un peu moins le Dahlia Noir et en tout cas Isabelle Motro, elle conseille aussi les Fragments d'Antonin. Oui. Ceux qui adorent Daniel Darieux iront voir Nouvelle Chance et surtout n'oubliez pas Prête-moi ta main avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg, c'est vraiment un Et film. aussi, il faut pas oublier le film de mon petit copain Guillaume Canet. Bien sûr. Parce qu'il Ne le dit à personne. Et nous, on l'a suffisamment dit. Il est bientôt 18h. On se retrouve lundi à 16h30.